Le Canada a de nombreux atouts géopolitiques. Il profite d'un accord de libre-échange avec la première économie mondiale et de deux grandes barrières naturelles à l'est et à l'ouest, les océans Atlantique et Pacifique. Alors, quel est le problème ? Eh bien, la population en déclin du Canada, le coût de la vie élevé et un leadership discutable indiquent que leur système politique actuel est en train de déchirer le pays. Et les conséquences du chaos que cela va déclencher affecteront tout l'hémisphère occidental. Les États-Unis et le Canada se ressemblent beaucoup. Les Canadiens influencent la culture à travers Hollywood, consomment beaucoup des mêmes aliments et font partie de plusieurs réseaux d'alliances américains. Mais cela conduit à une identité culturelle relativement floue. J'ai déjà qualifié le Canada de chapeau de l'Amérique. Les Canadiens voudraient se distinguer des Britanniques et des Ricains, mais leur manière de le faire reste assez incohérente. À l'étranger, ils sont vus comme l'Amérique progressiste. Avec un système de santé universel, des filets de sécurité sociale solides et des politiques d'immigration libérales, ce n'est pas une façade. On pourrait aussi dire qu'ils imitent pour la politique européenne, mais sur un autre continent. Mais c'est une généralisation qui simplifie à l'extrême un territoire immense. La plupart des Canadiens vivent près de la frontière sud, mais ils sont dispersés sur une vaste distance. À l'est, vous avez le Québec francophone avec une identité très distincte. Ensuite, il y a les autres provinces de l'Est, la principale étant l'Ontario, où se trouve Toronto, la plus grande ville, et Ottawa, la capitale. Elles ont de nombreux points communs avec d'autres villes progressistes de la côte Est comme Boston et New York. Ces deux groupes sont séparés de l'Ouest par le bouclier canadien, un immense plateau idéal pour l'exploitation minière, mais terrible pour la construction de villes. Il faut aller plus à l'ouest que Denver pour trouver une autre ville avec une population de plus d'1 million de Canadiens. C'est un contraste frappant avec le Midwest américain, où de grandes métropoles comme Chicago servent de points centraux culturels. Le centre du Canada, où se concentre l'industrie pétrolière et gazière, penche à droite. Cela s'étend au-delà des Rocheuses jusqu'à Vancouver, similaire à l'Oregon et Washington sur la côte ouest, mais avec davantage de migrations asiatiques. Dispersées à travers tout cela et s'étendant vers le nord, on trouve des communautés autochtones qui bénéficient d'une bien plus grande latitude et souveraineté que tout ce que l'on voit aux États-Unis. Ceci demeure une généralisation avec des métaphores imparfaites, mais j'espère que vous voyez comment la géographie du Canada accentue d'importantes différences culturelles. Pour relier tout cela, il y a un point que je ne saurais trop souligner. Le Canada est une confédération. Cela signifie un gouvernement central relativement plus faible qui doit gérer un ensemble diversifié de provinces. Leur système de gouvernement parlementaire de style Westminster tente de prendre en compte ces différences, un peu comme ce que vous voyez en Inde. Cependant, il faut admettre que d'autres pays avec des groupes ethniques distincts ont des taux de conflits internes bien plus élevés. L'Éthiopie et la Birmanie ont des histoires et des structures de gouvernance très différentes, mais toutes deux ont vu ce type de tension interne éclater en conflit. Pour éviter le sort de ces pays, le Canada tente de forger une identité nationale postmoderne. Cela signifie une nation fluide, pluraliste et multiculturelle, sans lien étroit avec ses racines anglaises et françaises. Le jury ne s'est pas encore prononcé sur l'efficacité à long terme de cette approche, mais le sort de la Confédération en dépend. Le Canada étant doté d'abondantes ressources naturelles, ce qui joue un rôle important dans l'économie du pays. En tant que 4e producteur mondial de pétrole et 3e producteur mondial de gaz naturel, 10% de l'économie provient uniquement du secteur de l'énergie, dont 80% proviennent d'une seule province, l'Alberta. L'accord Canada-États-Unis-Mexique et la géographie font que le Canada exporte d'importantes quantités de ses ressources vers les États-Unis. Cependant, les décideurs canadiens jugent la situation assez précaire, pas uniquement à cause des initiatives pour l'énergie verte. Les sables bitumineux du Canada, ou sables goudronneux, figurent parmi les sources de pétrole les plus coûteuses au monde. Son extraction et son traitement sont complexes, ce qui signifie que le prix d'équilibre pour le pétrole canadien, c'est-à-dire le prix à partir duquel sa production devient rentable, se situe aux alentours de 50 $ le baril. Pendant ce temps, dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le prix d'équilibre est estimé aussi bas que 3 à 5 $ le baril. Leur faible coût de production permet aux Saoudiens de rester rentables, même quand les prix mondiaux du pétrole sont bas. Mais le Canada serait le premier à en souffrir si la consommation mondiale de pétrole diminuait et si les prix chutaient.
Cela pourrait survenir lors d'une transition vers l'énergie verte ou d'une grave récession mondiale. Et cela aurait un effet domino sur le reste de l'économie canadienne. Il y a 20 ans, le Canada faisait face à la même crise démographique que le Japon et l'Allemagne. Comme mentionné dans nos vidéos précédentes, les Allemands ont accueilli certains immigrants tandis que les Japonais se sont surtout isolés des étrangers. Le Canada a pris la direction opposée. Ils se sont ouverts à plus de 4 millions de migrants. Ces jeunes étaient prêts à travailler, à contribuer à la fiscalité et à soutenir le système social généreux du Canada. Mais le Canada avait moins de la moitié de la population de l'Allemagne. Chaque citoyen canadien pourrait tenir dans la plus grande ville du Japon, Tokyo. Ajouter beaucoup de personnes à quelques grandes zones métropolitaines sans construire assez de logements crée un nouveau problème. Avec une offre limitée, le marché immobilier canadien est devenu de plus en plus inabordable, en particulier dans les centres urbains comme Toronto et Vancouver. La crise du logement est un défi majeur aux conséquences sociales et économiques importantes. Les lois de zonage et réglementation. Not in my backyard ont freiné la construction de logements dans ces zones prisées. Cela a rapidement fait grimper les prix des maisons et des loyers, rendant le logement difficile pour de nombreux Canadiens, surtout les jeunes, qui peinent à fonder une famille. Le prix moyen d'une maison au Canada a grimpé de plus de 50% en 5 ans, bien au-delà de la hausse des revenus. Vancouver est la deuxième ville la moins abordable au monde et Toronto se classe au 11e rang. Ce classement est calculé en divisant le prix médian d'une maison dans une ville par le revenu médian des ménages. À titre de comparaison, Vancouver est plus de 2 fois pire que New York et Londres. Comme nous l'avons expliqué dans notre vidéo sur l'économie chinoise, la bulle immobilière est un problème sérieux pour n'importe quel pays, mais elle représente un risque particulier pour la stabilité politique. À mesure que les jeunes générations consacrent une plus grande part de leur budget au logement, leur situation financière personnelle devient plus risquée. Le ménage canadien moyen porte environ 197 000 $ de dette. Cela représente 183% du revenu disponible, l'un des taux les plus élevés parmi les pays développés. Cela signifie qu'il est très difficile de sortir de leurs problèmes économiques et qu'une récession est particulièrement dangereuse. Comme l'économie canadienne dépend des ressources naturelles, une récession mondiale pourrait provoquer des chocs accrus dans leur système financier. Une baisse du pétrole diminuerait le produit intérieur brut et provoquerait un krach immobilier. Il a fallu des décennies au Japon pour surmonter leur crise immobilière et celle du Canada pourrait être encore pire. Les données montrent que les Canadiens ordinaires souffrent déjà. Les faillites augmentent et l'économie ne crée pas assez d'emplois, ce qui signifie que des paiements hypothécaires seront manqués. Nous n'avons même pas parlé des problèmes du marché boursier canadien. Les régulateurs des valeurs mobilières canadiennes y sont beaucoup plus laxistes dans la régulation des marchés financiers. Les influenceurs peuvent faire monter les penny stocks, des entreprises fictives de cannabis peuvent entrer en bourse et arnaquer les investisseurs particuliers. Kevin O'Leary a pu y opérer pendant des décennies. Que puis-je dire de plus ? En février 2022, le Premier ministre Justin Trudeau a pris une mesure inédite qui a choqué la société canadienne. Trudeau a invoqué la loi sur les mesures d'urgence face aux manifestations du convoi de la liberté contre les obligations vaccinales et les confinements, s'octroyant des pouvoirs étendus pour les faire taire. La petite minorité marginale de personnes qui se dirigent vers Ottawa ou qui expriment des opinions inacceptables ne représente pas les opinions des Canadiens qui se sont soutenus les uns les autres. La décision a été controversée à cause des mesures financières impliquées. Comme l'a rapporté Bloomberg, les banques et les institutions financières seront tenues d'examiner leurs relations avec toute personne impliquée dans un blocus illégal et de les signaler. Elles auront le pouvoir de cesser de fournir des services à ceux soupçonnés d'utiliser leurs comptes pour aider les manifestants et de geler les comptes sans obtenir d'ordonnance du tribunal. Le gouvernement a également élargi ses règles de lutte contre le blanchiment d'argent pour inclure les sites de financement participatif comme GoFundMe, qui avaient été utilisés pour faire des dons aux manifestants, en s'octroyant le pouvoir de geler les privilèges bancaires des citoyens sans contrôle judiciaire, uniquement sur la base de la définition vague d'un politicien de l'implication. Trudeau a franchi une ligne dangereuse. Dans l'économie moderne, la monnaie pour les transactions devient de plus en plus numérique.
Cela crée un système où chaque citoyen est lié à son argent, donnant à l'État le pouvoir de décider si un citoyen est autorisé à participer à la société moderne. Ici, l'argent ne symbolise plus une richesse échangeable librement contre des biens et services. Il s'agit d'une richesse échangeable uniquement avec l'autorisation de l'État. La Déclaration canadienne des droits est censée protéger les droits, libertés et biens des citoyens canadiens. Mais Trudeau semble penser que cela ne concerne que ceux partageant son idéologie. Cette partie sera évidente pour tous les Canadiens, mais Justin Trudeau est un enfant du népotisme. En tant que fils privilégié d'un ancien Premier ministre, il a appris à manier le pouvoir dès son jeune âge grâce à son père. Penser que les règles ne s'appliquent pas à soi facilite l'abus de pouvoir. L'un des scandales les plus importants de Trudeau a impliqué la société d'ingénierie basée à Montréal, Société nationale de construction Lavalin. En 2019, il a été affirmé que Trudeau et son cabinet avaient fait pression sur la procureure générale Jody Wilson-Raybould pour intervenir dans une affaire criminelle visant Société nationale de construction Lavalin, accusée de corruption. Wilson-Raybould a refusé, a été rétrogradé, puis a démissionné du cabinet. Après 6 mois d'enquête, le commissaire à l'éthique du Canada a conclu que Trudeau avait violé l'article 9 de la loi fédérale sur les conflits d'intérêts. Un autre scandale important a concerné l'organisation caritative WE, proche de la famille Trudeau. En 2020, le gouvernement a accordé 900 millions de dollars à l'organisation caritative BUVE pour gérer un programme de bourses étudiantes, bien qu'elle n'ait pas d'expérience dans ce domaine. Il a été révélé plus tard que la mère et le frère de Trudeau avaient été payés par l'organisation caritative pour des conférences. Trudeau s'est excusé de ne pas s'être récusé lors de la prise de décision, mais il est toujours au pouvoir des années après. Alors que les Canadiens regardent souvent devant la politique américaine avec mépris et dégoût à cause de l'élection de notre enfant de népotisme, Donald Trump, nous devrions voir Trudeau exactement de la même manière. Il est facile de voir ce qui nourrit le sentiment anti-establishment, sauf si l'on est le Premier ministre actuel. La seule chose difficile à comprendre, c'est ce qui va se passer ensuite. Les dirigeants canadiens croient que plus d'impôts réglera le problème. Mais il est très peu probable que cela se traduise par une croissance économique durable. Le gouvernement ne parvient même pas à améliorer les soins de santé avec ses impôts. Le gouvernement doit aussi dépenser cet argent pour garder le Québec dans le système canadien. Dans les années 1960, 1980 et 1990, le mouvement indépendantiste de la province a presque réussi à se séparer. Bien que ces tentatives aient échoué de justesse, elles ont démontré la force et la persistance du sentiment séparatiste. La province exerce un contrôle important sur sa propre immigration et la collecte de ses impôts. Fait crucial, le Québec reçoit environ 13 milliards de dollars par an en péréquation du gouvernement fédéral, ce qui constitue une incitation à rester au Canada. La province continuera d'utiliser la menace d'un autre référendum sur l'indépendance comme levier, avec l'actuel Premier ministre du Québec, François Legault, élu pour sa position nationaliste française. Quel effet cela a-t-il sur le Canada central ? En dehors du bouclier canadien, des provinces comme l'Alberta peinent pour un gouvernement qui ne partage pas leurs valeurs ou intérêts. Y aura-t-il une guerre civile ? Non, ce sont toujours des Canadiens. Mais la Confédération n'a pas été fondée pour obliger ces provinces à rester unies. Si le Canada ne peut pas assimiler une identité multiculturelle postmoderne, il en sera probablement de même pour d'autres pays. Les États-Unis devraient surveiller de près ces évolutions en réfléchissant à leur politique de logement, d'immigration et d'identité civique. Partagez votre avis en commentaire et regardez ma prochaine vidéo sur le classement des alliés des États-Unis.